Bonjour, je suis Cyrus Farangui, consultant. Nous allons parler de résilience territoriale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi s'en préoccuper? Qui s'en occupe déjà? Comment jouer votre partition dans votre région? Et que nous apprend le test grandeur nature de la Covid-19? Ce sont les questions que nous allons aborder ici. On va se faire peur, on va reprendre espoir, on va réfléchir et on va, comme beaucoup d'autres, je l'espère, passer à l'action. La résilience territoriale est une notion qui commence tout juste à recueillir de l'intérêt, et pourtant le terme est déjà un peu galvaudé ou alors confondu avec d'autres notions comme la transition écologique. Pour accorder nos violons, nous proposons deux définitions. Dans la première, la résilience est la capacité, alliée à la volonté, de reprendre ou poursuivre une activité après avoir subi les conséquences d'un événement majeur déstructurant et déstabilisant. Une catastrophe climatique, une insurrection, une crise financière, une cyberattaque, une pandémie, que cet événement soit accidentel ou malveillant. Nous proposons une deuxième définition, liée non pas à des chocs ponctuels, mais à des tendances au long cours. Dans ce cadre, la résilience est la capacité d'adaptation collective à un monde contraint. Par exemple, un monde avec moins de croissance économique. De plus en plus d'économistes parlent de la japonisation ou de la stagnation de l'économie française. Un monde avec moins d'abondance énergétique, un monde avec un climat moins hospitalier, des pertes de liberté individuelle, on l'espère pour l'intérêt général. La résilience vise dans ce cadre à préserver la sécurité, la cohésion sociale, le bien-être et les approvisionnements vitaux, malgré cette contrainte croissante. Cette seconde définition tire par exemple les conclusions du constat selon lequel il va de toute façon falloir s'adapter à un certain niveau de dérèglement climatique plus ou moins prononcé. À cet effet, je vous conseille vivement de parcourir le rapport du Sénat, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo, à propos de l'adaptation de la France au dérèglement climatique à horizon 2050. Rapport très riche, très complet sur le diagnostic et sur les chantiers enthousiasmants que nous pouvons mener pour adapter nos zones littorales, nos montagnes, nos terres agricoles, nos ressources en eau, nos infrastructures et nos métropoles au dérèglement climatique. Vous y trouverez d'ailleurs en introduction un passage assez badass. Le scénario postulé dans ce rapport est que la communauté internationale parviendra effectivement à se mobiliser pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui évite un emballement complet et catastrophique de la machine climatique mondiale. Ce scénario, sans nier la gravité des dérèglements climatiques en cours et plus encore à venir, est donc un scénario qui reste relativement optimiste. Cela se justifie par le fait qu'il est encore possible politiquement, économiquement et techniquement de parvenir à un réchauffement global non catastrophique à la fin de ce siècle. Ah ouais, bonjour l'optimisme. On aurait certes pu imaginer aussi de se projeter dans un avenir plus noir, où les émissions de GES se poursuivent encore pendant des années au rythme actuel, conduisant alors notre planète dans un environnement climatique radicalement nouveau. Si ce scénario climatique noir ne peut être écarté, il faut toutefois souligner que dans son cadre, la question des politiques d'adaptation devient relativement secondaire. En effet, s'il devait se réaliser, le monde devrait alors faire face à une crise alimentaire généralisée, à des mouvements migratoires massifs et anarchiques, bouleversant les frontières, ainsi qu'à une baisse forte et durable de la croissance économique mondiale. Oui, bon ça risque d'être notre dernier souci. Dans un tel contexte de crise internationale majeure, l'enjeu ne serait plus d'adapter la France au dérèglement climatique, mais bien d'assurer sa continuité dans un monde devenu anarchique. Écrire un rapport sur l'adaptation au changement climatique, c'est donc implicitement accepter de se placer dans un scénario climatique relativement optimiste. Bref, la résilience et l'adaptation, c'est bien, encore faut-il ne pas dépasser le seuil au-delà duquel on ne pourrait plus s'adapter. De nombreux acteurs et experts de la résilience s'accordent à dire que nos approches d'anticipation des risques sont dépassées et à renouveler. Nous sommes encore aujourd'hui dans une approche d'anticipation de risques connus, simple et traitée de manière cloisonnée. Or, l'avenir pourrait nous réserver tout sauf ça, à savoir des risques inconnus, complexes et interconnectés. Interconnectés au sens où la défaillance ou le dérèglement d'un élément du système, par exemple une épidémie risquant de saturer le système hospitalier, entraîne par effet domino tout un tas d'autres défaillances et de dérèglements, par exemple sur les systèmes financiers, économiques, informatiques, sociaux, politiques, énergétiques, géopolitiques, avec le risque que ces effets dominos et ces effets en cascade débordent nos capacités de réaction.
On peut par exemple observer en ce moment tous les effets en cascade que génère la crise de la Covid-19 dans des domaines qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec une épidémie. Il s'agit donc ici, pour vous collectivités, de gagner en agilité dans un monde VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nous sommes en effet potentiellement en train d'entrer dans un monde de plus en plus volatile, où la fréquence et l'ampleur des événements extrêmes augmentent. Pour ne citer que quelques exemples d'événements majeurs survenus au cours des 12 dernières années, nous avons eu un choc pétrolier en 2008, avec un baril de pétrole à 150 $. Les ménages et les entreprises les plus fragiles n'auraient pas pu tenir beaucoup plus longtemps ainsi. Une crise financière et économique en 2008, qui n'est toujours pas résorbée, et voilà une autre crise. Une vague migratoire, avec un pic de 1 million de migrants arrivés en Europe en 2015. Une situation quasi insurrectionnelle avec la crise des Gilets jaunes. 2 épisodes de sécheresse et d'invasion de pucerons en 2016 et 2020, qui ont amputé notre production de blé de 20 à 25%. Et une crise sanitaire qui est grave en soi et avec des effets de cascade encore inconnus. Beaucoup parmi vous, collectivités et citoyens, avez une histoire à raconter sur la manière dont vous avez collectivement surmonté ces crises. Il n'est pas incongru d'envisager que d'ici 2040-2050, la fréquence et l'ampleur de ces différents types d'événements majeurs augmentent d'un facteur 2, 3, voire plus. C'est en tout cas ce que pensent les climatologues au sujet des événements climatiques extrêmes. Il faut également anticiper la possibilité que ces événements soient de plus en plus reliés et qu'ils se renforcent mutuellement. Déjà, d'ici l'année 2025, en raison des effets de la Covid-19, il se peut que nous ayons à faire face à un concentré de crises économiques, sociales, migratoires, énergétiques, qui dépasse celui des 12 dernières années. Par exemple, une crise économique grave est en cours alors que nous ne nous sommes pas encore relevés de la dernière. La chute des cours du pétrole pourrait entraîner une vague migratoire venue cette fois de pays pauvres, fortement dépendants du pétrole, comme le Nigeria. Cette même chute des prix du pétrole est en train de semer de nombreuses faillites dans l'industrie américaine du shale oil, qui était déjà bien mal en point avant 2020 et qui, depuis le pic de pétrole conventionnel franchi autour de 2006, permet à l'offre mondiale de continuer de subvenir à la demande. Pour cette raison, entre autres, JP Morgan pense qu'il est possible que le baril de pétrole atteigne 190 $ d'ici 2025, ce qui entraînerait un nouveau choc pétrolier alors que l'économie commencerait tout juste à se relever de la crise actuelle. À vrai dire, on n'en sait rien, tout est possible. Il est également possible que le pétrole reste très peu cher en 2025. Ce n'est pas le propos. L'idée est de se préparer à l'intervalle des possibles et de n'être fermé à aucun scénario. Face à cela, le mieux que les collectivités puissent faire est de gagner en agilité face à un monde imprévisible. Imprévisible, mais aussi de plus en plus inconnu. Pour reprendre l'exemple du dérèglement climatique, nous observons dorénavant des événements nouveaux, par exemple la canicule en Sibérie cet été, jugée presque impossible sans dérèglement climatique. La seconde définition de la résilience que nous avons proposée implique que nous aurions à traverser ces chocs dans un monde de plus en plus contraint, donc de manière sobre en ressources. Cela est à considérer dès lors que l'on envisage la possibilité que la technologie ne suffise pas entièrement à repousser la contrainte, par exemple en relançant la croissance économique, en réalisant la transition énergétique et en stabilisant le climat. D'ailleurs, concernant l'énergie et le climat, les scientifiques constatant que la transition énergétique ne va pas aussi vite que nécessaire et que la fonte des glaces se passe plus rapidement que prévu, il faille potentiellement recourir à des techniques de refroidissement artificiel du climat par la géo-ingénierie. Peut-être réussiront-ils, peut-être que non. En tout état de cause, la résilience nécessite de rester ouvert à tout type de scénario, à tous les points de vue et à toutes les disciplines susceptibles d'y concourir. Nombreux sont les acteurs intéressés par la résilience. Elle mobilise déjà les énergéticiens, les ingénieurs en infrastructures et réseaux, les militaires, la police, les ingénieurs en cybersécurité, les financiers et plus généralement les 12 SAIV, secteurs d'activité d'importance vitale, comme l'énergie, la communication, les transports, la santé, la défense, la gestion de l'eau. SAIV dont les 249 OIV, organismes d'importance vitale, sont tenus de se préparer à faire face à toutes sortes d'aléas et de crises, en élaborant des plans de continuité d'activité. Si l'on prend l'exemple de nos centrales nucléaires,
il y a déjà tout un tas d'acteurs qui se réveillent le matin en imaginant ce qui pourrait se passer de déstabilisant demain, par exemple un blackout ou une rupture d'approvisionnement, et à qui il revient par exemple de s'assurer que nous serons en mesure de refroidir les centrales en toutes circonstances. Il relève peu des collectivités d'intervenir dans ce type de travaux. Alors quel serait le rôle des collectivités ? Que peuvent faire les collectivités territoriales ? Elles ont en effet toute leur place dans cette affaire, en complément de l'existant, voire dans un rôle d'impulsion de dynamique nouvelle. Pour mettre le pied à l'étrier, les collectivités peuvent enclencher des réflexions interdisciplinaires en co-construction avec leurs parties prenantes à propos des fragilités et des vulnérabilités du territoire. Selon les cas et selon votre contexte, ces parties prenantes peuvent être des acteurs de l'approvisionnement, de la santé, de la sécurité, du lien social, de l'éducation ou encore de la mobilité. Dans cette réflexion, il apparaît opportun de se poser des questions telles que les suivantes. Quels atouts vous ont permis de surmonter les épisodes marquants de votre histoire locale et vous seront utiles à l'avenir ? Inversement, quelles vulnérabilités avez-vous affichées ? Quels sont les principaux événements majeurs et aléas déstructurants auxquels votre territoire pourrait être exposé à l'avenir ? Ces aléas pouvant être d'ordre économique, social, sanitaire, énergétique, climatique, technologique. Quelles sont les principales vulnérabilités de votre territoire face à ces aléas ? Sur quels atouts et facteurs de résilience votre territoire peut-il s'appuyer ? Par exemple, des ressources naturelles, des leaders, des initiatives citoyennes, des entreprises, des compétences, des projets en cours, des retours d'expérience de crises passées. Quels seraient les partenaires à mobiliser afin d'enrichir, complexifier l'écosystème des acteurs locaux et améliorer l'anticipation des crises face à un avenir incertain ? Il relève de la responsabilité des collectivités d'activer un certain nombre d'outils permettant d'appuyer la résilience territoriale. Par exemple, le plan communal de sauvegarde, PCS, qui permet d'identifier les vulnérabilités locales et de planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque, élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires. Deuxièmement, le document d'information communale sur les risques majeurs, dit CRIM, qui fait partie des outils permettant de diffuser de manière sereine et constructive une culture du risque auprès des administrés, à travers un document pédagogique décrivant les risques existants, les moyens de s'en protéger et ce qui est attendu de chacun en cas de tel ou tel événement. Voici par exemple le cas de Chavagne-en-Paillé, commune de 3500 habitants située en Vendée. Un autre exemple, un peu plus badass. Well, there's a long ball through and Joe oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. Our house is on fire. I want you to panic. Et la Suède, où chaque citoyen a reçu dans sa boîte aux lettres un gentil dépliant expliquant les mesures à prendre en cas de guerre avec la Russie. Faire des provisions de conserve, prévoir des sacs de couchage, des bougies et autres joyeusetés. Nous avons un peu la même chose en France avec des recommandations plus générales de notre gouvernement pour préparer son kit d'urgence. C'est un début, mais il est possible d'aller plus loin pour impliquer les citoyens. Par exemple, en cas de crue centennale de la Seine, je ne sais pas ce qui est attendu de ma part alors que je suis en bonne forme physique, que j'habite dans un immeuble avec beaucoup de personnes âgées et que je suis motivé et intéressé à aider. Sachant qu'en plus, le coût de la prochaine crue centennale pourrait être beaucoup plus élevé qu'en 1910, nos sols ayant entre-temps beaucoup été imperméabilisés, perdant ainsi leur capacité d'éponge. Reprenons le cours de nos outils. Troisièmement, le projet alimentaire territorial, PAT, qui, à partir d'un état des lieux des besoins et des capacités locales de production alimentaire, fournit un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé, et contribuant à la résilience alimentaire. Les partenaires que la collectivité peut mobiliser sont des organismes de recherche, des entreprises et des coopératives, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, la société civile et bien sûr les producteurs. Les projets lancés dans le cadre d'un PAT peuvent par exemple avoir pour objectif de construire des circuits courts alimentaires, de conserver ou régénérer les sols et autres écosystèmes, par exemple en diffusant l'agriculture de conservation, ou encore de créer du lien social par des événements festifs et des jardins ouvriers.
Ces outils sont une première base qui permet néanmoins de gagner significativement en maturité en matière de résilience s'ils sont déployés sérieusement jusqu'au bout et mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution du contexte. D'autre part, les collectivités ont de nombreuses autres opportunités d'engager des actions d'anticipation des risques qui contribuent non seulement à leur résilience, mais aussi à leur attractivité, notamment vis-à-vis d'investisseurs et de populations de plus en plus intéressées et attirées par ce genre de démarche. On peut par exemple citer les chantiers suivants. Premièrement, on en a un petit peu parlé, impulser de l'interdisciplinarité et des logiques intersectorielles de gouvernance de la résilience. Il s'agit par exemple de capter auprès des bons acteurs locaux les bons signaux faibles et les bons indicateurs de seuil permettant de déclencher les bonnes mesures. Ensuite, contribuer à la sobriété énergétique du territoire, notamment dans les transports et le bâtiment, rendant ainsi le territoire moins vulnérable en cas de choc énergétique. Aménager des équipements et des infrastructures plus résilientes face aux événements climatiques extrêmes. On peut par exemple citer des îlots de fraîcheur pour lutter contre les canicules, des digues ou des protections naturelles face à la montée des eaux. Préserver les actifs écologiques et les écosystèmes permettant de faire tampon face au dérèglement climatique et la contrainte énergétique. Par exemple, les zones humides et les sols agricoles qui sont utiles pour leur capacité de rétention d'eau face aux sécheresses et aux inondations. Les collectivités peuvent implémenter des boucles locales et des circuits courts alimentaires. Nous pensons notamment au cas de Mouansartou, qui a développé une régie agricole, rendant le territoire un peu plus autonome et moins dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Cela engendre d'autres co-bénéfices, comme le réancrage de valeurs économiques locales, la création de liasses sociales, la promotion d'une alimentation saine, et enfin une économie d'énergie pour le transport de marchandises. Rappelons qu'un camion sur 3 transporte à manger. C'est significatif. Les collectivités ont également l'opportunité de faire émerger des projets de développement économique territorial conçus et évalués à l'aune de leur contribution à la résilience territoriale. Enfin, dernier exemple que nous donnerons, les collectivités ont pour responsabilité de rassurer leurs administrés, bâtir de la cohésion sociale, favoriser l'implication citoyenne et la démocratie directe, évitant ainsi les réactions de repli potentiellement engendrées par un climat anxiogène ou une situation de crise. Nous pensons notamment au cas exemplaire de Los Angeles dont vous trouverez la référence en lien en dessous de cette vidéo. Nous avons vécu et vivons encore un épisode inédit où chacun, dans son quotidien ou dans sa vie professionnelle, a dû faire preuve de réactivité face à une situation à laquelle, il faut l'admettre, nous n'étions pas tout à fait préparés. Si tout est loin d'avoir été parfait, nous allons ici voir le verre à moitié plein, car beaucoup de Français ont affiché des choses intéressantes qui nous seront utiles pour la suite. Par exemple, notre système de santé, malgré une pression croissante depuis longtemps au niveau de ses moyens et une pénurie sur certains produits essentiels durant la Covid-19, a affiché un courage et une capacité de réaction remarquables. Les infrastructures essentielles ont affiché leur solidité, électricité, internet, eau potable, transport terrestre, évacuation des déchets et des eaux usées, chaînes alimentaires, etc. Notre système économique et financier a réagi au quart de tour pour éviter des faillites en série et une crise économique encore plus grave. Les acteurs publics, dont les collectivités, n'y ont d'ailleurs pas été étrangers, nous en reparlerons. Les citoyens ont globalement affiché de l'apaisement. Comme me le disait un consultant en contrôle des armes, à l'annonce du confinement, les Américains se sont rués sur les armureries, les Français se sont rués sur la farine pour faire des crêpes et du pain avec leurs enfants. À ce propos, beaucoup de Français se sont intéressés ou réintéressés au jardinage, au potager, à la cuisine, au bricolage et plus généralement à l'autoproduction. Gagner quelque peu en autonomie, sans bien sûr se couper du monde, peut concourir à la résilience. Les Français en sont de plus en plus conscients. En conclusion de cette vidéo, nous allons parler de la manière dont ont réagi quelques communes d'Île-de-France pendant le confinement. Je me limite ici à présenter ce que des mairies communiquent sur leur site internet, rien de plus, rien de moins. On retrouve souvent les mêmes actions et les mêmes mesures d'une commune à l'autre, et je n'ai pas encore eu le temps d'explorer ce qui a pu se passer ailleurs qu'en Île-de-France. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire pour échanger sur la manière dont votre région, votre collectivité ou votre commune a réagi pendant le confinement. Partout en Île-de-France et ailleurs, les collectivités ont dû faire preuve de réactivité pour limiter la propagation du virus, maintenir les fonctions vitales de leurs services, soutenir leurs entreprises les plus fragiles et protéger leurs populations les plus vulnérables et précaires. Le coronavirus est un épisode qui fera historiquement référence en vue de surmonter de futures crises.
Nos recherches ont par exemple attiré notre attention sur les retours d'expérience de Vitry-sur-Seine, Montreuil, Boulogne-Billancourt, Houille, Champigny, Nogent et Sevran. Vous avez en lien un article complet sur ces 7 communes. Nous nous limitons ici à en présenter 3. À Montreuil, l'association des Beaumont s'est mobilisée dès l'annonce du confinement pour créer et maintenir le lien social dans le quartier. Un véritable réseau d'entraide et de solidarité s'est mis en place. Par exemple, un questionnaire a été envoyé à 500 personnes pour s'informer des besoins des populations en matière de courses, babysitting, petits travaux, etc. Ceci a permis d'identifier et aider au mieux les habitants du quartier tout en respectant les gestes barrières. De plus, un réseau cyclable temporaire de 8 km a été déployé par la commune pour faciliter l'usage du vélo et répondre aux enjeux de mobilité liés au déconfinement et à la distanciation sociale. Les enfants des personnels, mobilisés pendant la crise sanitaire, se sont vus proposer des lieux d'accueil pendant les congés scolaires. Un appel à la solidarité a également été lancé pour la confection de masques en tissu qui ont par la suite été distribués gratuitement. La ville de Boulogne-Billancourt s'est également investie pour soutenir ses habitants. Pour le commerce local, la commune s'est adaptée à la situation sanitaire en exonérant les tarifs d'occupation du domaine public jusqu'au 14 juin 2020. Un groupe Facebook a été créé pour faciliter les prises de contact entre clients, commerçants et artisans de la ville. Une carte interactive a de plus été mise en place pour trouver des commerces de proximité. Comme pour les autres communes citées précédemment, les habitants de Boulogne-Billancourt ont bénéficié de nombreux dons. En mai, la société Michelin a par exemple fait don à la ville de 4000 masques qui ont par la suite été distribués aux EHPAD et aux foyers de personnes handicapées. Des repas ont été distribués par de nombreux restaurants au personnel de santé. Parlons maintenant de Champigny-sur-Marne. Le choc économique lié à l'épidémie du Covid-19 a entraîné une hausse des prix des biens de première nécessité dans les supermarchés. Pour s'adapter à la situation, un plan d'urgence solidaire de 1,7 million d'euros a été mis en place par la mairie, dont 650 000 euros de bons d'achat pour les familles les plus démunies, les jeunes chômeurs et les étudiants. La mairie a également distribué des colis alimentaires aux habitants faisant face à des difficultés. Dans sa lutte contre le coronavirus, Champigny-sur-Marne a transformé un gymnase en centre de consultation dédié à la Covid-19. Une centaine de médecins libéraux ont été sollicités pour consacrer quelques heures par semaine à ce centre. Nous avons proposé dans cette vidéo un cadre théorique et quelques illustrations pratiques autour de la résilience. J'espère que cela vous aura intéressé et motivé à approfondir le sujet. Nous reviendrons de temps en temps avec des exemples de cas pratiques qui permettront d'approfondir certains volets, comme par exemple l'adaptation à la montée des eaux. Je tiens à remercier mes clients et mes partenaires de travail avec qui j'apprends chaque jour. Je remercie aussi bien sûr la communauté d'intérêt que j'anime sur LinkedIn qui a inspiré beaucoup des idées présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre, nous abordons régulièrement les sujets tournant autour de la résilience. Merci beaucoup et à bientôt.